Mesdames et messieurs, je vous demanderai de faire silence. Merci, le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. On ne va évidemment pas s'attarder avec les présentations, vous connaissez tous nos intervenants. Une économiste, membre du Cercle bien sûr, Agnès Benassi-Kéré, un homme politique de premier plan, le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, et un penseur, un philosophe qui compte parmi les plus grands d'Europe, Peter Sloterdijk. C'est le panel que le Cercle a réuni pour vous, pour nous, et nous allons explorer avec vous une belle question, choisir le monde qui vient. Choisir le monde qui vient, c'est une sorte d'oxymore, au fond, qui contient une contradiction dans ces termes mêmes, parce que ce qui vient, en principe, n'est pas choisi, et pourtant, est-ce que ça n'est pas la définition de l'action politique même, et même plus largement celle de l'action humaine? Cette espèce de dialectique entre ce qui est donné et ce qu'on peut construire, bon, c'est une question de tous les temps, de toutes les époques, mais elle prend un relief particulier aujourd'hui, alors que ce qui vient, ce qui pointe, ce que nous observons quotidiennement, les tempêtes financières, les crises internationales, la montée de ceux qu'on appelle les populistes et les démocraties dites illibérales, tout cela semble dessiner un monde que nous n'avons pas choisi, justement. Alors nous allons écouter tout d'abord Agnès, qui va cadrer le débat comme c'est la tradition dans les travaux du Cercle, puis Édouard Philippe et enfin Peter Sloterdijk. Après cela, ils débattront sur le plateau, nous prendrons les questions des étudiants et j'espère les vôtres dans le temps qui nous est imparti. Agnès, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Il ne vous a pas échappé que nous sommes face à des choix structurants et je vais en citer deux. Pour l'Europe, l'ouverture et le niveau de souveraineté. Et le Premier ministre aura certainement beaucoup d'autres exemples. Première question, voulons-nous un monde ouvert? L'ouverture n'est pas soutenable, c'est connu, sans des politiques actives de concurrence et de redistribution. Dans un monde ouvert, il y a besoin de davantage d'État et de régulation. Et refuser cette évidence a conduit au Brexit et à Trump. Un jour, les pauvres se révoltent. C'est connu aussi, l'ouverture des frontières, y compris aux migrations de travail, accroît la taille du gâteau, mais laisse entière la question de sa répartition. Rien n'empêche un petit nombre d'entreprises et d'individus d'accaparer les gains. À l'inverse, fermer les frontières est aussi un choix de société. Accepter d'être plus pauvre pour rester entre soi. Mais avec un gâteau plus petit, il faut naturellement ajuster à la baisse la protection sociale ou à la hausse les impôts. Les contribuables britanniques sont en train d'en faire l'amère découverte. Ceci est d'autant plus vrai que fermer les frontières coûte de l'argent public, si l'on pense aux douaniers, aux gardes-frontières, voire aux murs anti-migrants. Alors l'Europe, à l'inverse, a fait le choix de l'ouverture régulée. Mais pour réussir, il ne suffit pas de respecter l'OMC et l'accord de Paris sur le climat. Alors 4 idées en vrac pour l'Europe. Premièrement, négocier avec la Chine un changement de son statut à l'OMC et une réforme éventuelle de cette même OMC. Deuxièmement, multiplier les investissements en Afrique, notamment dans le capital humain, par exemple, labelliser des établissements d'enseignement et en faire en partie des filières d'émigration légale vers l'Europe. Troisièmement, unifier les conventions fiscales des pays européens vis-à-vis des pays tiers, insérer un volet fiscal et environnemental dans les nouveaux accords de libre-échange. Et enfin, quatrièmement, finir de consolider l'organisation de la zone euro. Alors on aime bien en France dire que le pouvoir politique ne peut rien devant le pouvoir des multinationales et du grand capitalisme mondial. Le président Trump nous démontre qu'il n'en est rien. Le pouvoir politique a la capacité de faire dérailler très rapidement l'économie mondiale. Entrons maintenant en Europe. Nouvelle question, quel est le bon périmètre de la souveraineté? Le Brexit, comme les événements en Catalogne, nous incite à prendre très au sérieux le souhait des populations de reprendre le contrôle. Sur un certain nombre de sujets, reprendre le contrôle n'a aucun sens pour un pays isolé. Pour influencer la régulation mondiale, mieux vaut ne pas être un petit pays. Or, les pays européens rapetissent inexorablement relativement à l'économie mondiale.
Par ailleurs, il faut se rappeler la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. La diversité est une force et non un inconvénient. On le voit en période de crise. Le fait que les pays ne soient pas touchés tous de la même manière permet d'amortir les effets de la crise. On le voit aussi en matière productive. La diversité des territoires permet de maximiser les gains aux échanges. Donc l'Union doit s'appuyer sur cette diversité et non s'en lamenter. 4 idées en vrac. Premièrement, l'Europe doit se comporter comme un grand pays dans le domaine commercial, financier, monétaire, dans celui des normes sanitaires, sociales et environnementales, dans le domaine de la fiscalité, dans celui des migrations internationales, de la sécurité, de la défense, de l'énergie. A l'inverse, deuxièmement, lorsque les externalités avec les autres États membres sont limitées, comme par exemple sur le sujet récemment débattu à Luxembourg du congé paternité, l'Europe doit se montrer discrète, proposer éventuellement des financements pour des initiatives locales sans jamais rien imposer, mais en évaluant. Par exemple, en remodelant de fond en comble le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui aujourd'hui est notoirement inopérant. Troisièmement, pour unir dans la diversité, l'Europe doit jouer un rôle de réassureur avec un budget beaucoup plus flexible, capable de venir en aide à un pays soudainement touché par une crise financière, économique, sociale, migratoire, sanitaire ou climatique. Cela suppose de réduire la voilure sur les dépenses prévisibles et sur les risques assurables au niveau national, voire par le secteur privé. Enfin, quatrièmement, après l'emploi industriel, la révolution technologique est en train d'atteindre l'école blanche, soit les 3/4 de la population active. Personne n'est véritablement à l'abri de voir son métier disparaître. A l'inverse, les États membres risquent à l'avenir de s'arracher certaines compétences. L'Europe peut jouer un rôle de régulateur en stimulant les capacités de formation de manière flexible sur certains métiers mobiles. Alors si l'Europe fait son travail, bien son travail et seulement son travail, alors les États, les territoires locaux retrouveront une vraie souveraineté pour les périmètres qui leur reviennent. Donc pour conclure, ou plutôt pour introduire, je pense qu'il est faux de dire que les gouvernements sont démunis pour choisir le monde qui vient, mais ce n'est pas en général la perception des citoyens. Donc il y a 2 défis pour un gouvernement. Premièrement, agir, et non seulement agir, mais en cohérence avec ses voisins, ce qui en Europe pose une vraie question. Et deuxièmement, le faire savoir. Merci pour votre attention. Merci Agnès. Monsieur le Premier ministre, Agnès vient de dire, au fond, il est faux que les gouvernements sont démunis. Le thème de la réforme a été omniprésent dans la campagne d'Emmanuel Macron. Il est au cœur de l'action de votre gouvernement. Choisir le monde qui vient, est-ce que ça n'est pas d'abord se changer le pays pour qu'il affronte les défis de demain? Bonjour à tous. Il n'est pas impossible que le monde qui vienne soit un monde de colère. Et il n'est pas impossible qu'une des plus belles choses que nous ayons à faire, c'est de gagner une forme de course contre la montre face à la colère. Vous savez que quand on lit la Bible, on voit qu'au commencement était le Verbe, mais quand on lit le plus grand texte, ou en tout cas le premier grand texte de la littérature occidentale, tous ces exemples, monsieur le professeur, vous les connaissez bien, quand on lit le premier grand texte de la littérature occidentale, l'Iliade, on voit qu'au commencement est la colère. Chante aux déesses la colère d'Achille, fils de Pelée. Pour les plus inattentifs, le fils de Pelée, ce n'est pas une attente. Je m'en veux presque de mentionner la Coupe du Monde à côté d'un Allemand. Mais, pour être plus sérieux, cette question de la colère est une question paradoxalement centrale. On a tous bien conscience de ce que nos sociétés sont traversées en ce moment par une colère qui n'est pas sourde, qui est souvent sonore au contraire, et qui se traduit par un ras-le-bol, une volonté de rompre, de casser des choses qui ne fonctionneraient pas, des systèmes démocratiques qui ne seraient ni justes ni efficaces,
qui n'aurait pas réussi à régler les questions anciennes qui nous sont posées, qui ne saurait pas, au fond, concilier la part d'immobile assumée dans les sociétés, ce que nous ne voulons pas changer, et qui, en même temps, ne saurait pas nous protéger face aux transformations inéluctables que chacun sent venir. Une espèce de colère, et une colère qui est évidemment potentiellement dévastatrice. On peut aussi, et c'est ce que font les beaux auteurs, monsieur le professeur, on peut aussi considérer qu'il y a un autre versant de la colère, et que cet autre versant de la colère, c'est la colère froide et pour le coup très constructive, celle que ressent Marc Bloch en 1940 lorsqu'il dit qu'un certain nombre de Français ne veulent plus rester des spectateurs humiliés d'un monde qui change trop rapidement pour eux, en l'occurrence dans des circonstances dramatiques. Et donc ce deuxième versant de la colère, c'est aussi un puissant moteur de transformation et d'action individuelle et publique. Et au fond, sans vouloir me livrer à de basses considérations et lectures politiciennes, je me dis que, d'une certaine façon, les échéances électorales de 2017 auxquelles nous avons participé en France illustrent assez bien ces deux versants de la colère. Et donc ce que nous devons réussir, c'est cette course contre la montre pour apporter une réponse qui va dans le sens de cette colère orgueilleuse, de cette non-résignation, de cette froide détermination à ne pas accepter ce qui ne serait pas acceptable et à ne pas laisser la colère terrible et dévastatrice prendre le pas sur l'autre. Lorsque le gouvernement a été désigné, le président de la République m'a dit des choses au fond très simples. Il a dit: notre objectif, c'est de faire en sorte que la France devienne le pays le plus compétitif et le plus attractif d'Europe. Le plus compétitif et le plus attractif d'Europe. Et c'est au fond le cap, et j'utilise bien le terme le cap, qu'il donne pour faire face à ce monde qui vient. Alors pour faire face à un monde qui vient, pour choisir le monde qui vient, comme vous nous y invitez aujourd'hui, il faut probablement partir du monde qui est là, parce que les pesanteurs en matière d'action publique sont considérables. On ne part jamais de rien. On peut sans doute parfois expliquer que tout va changer et il y a nécessairement dans les discours politiques une forme de rupture assumée et voulue même. La vérité, c'est qu'il en est s'agissant des pays encore plus qu'il en est s'agissant des entreprises ou des collectivités territoriales. La masse du présent et du passé est telle qu'on fait des virages tranquillement. Je sais que Rodolphe Saadé est dans la salle. Quand on sait ce qu'est un porte-conteneur de 20 000 boîtes, on voit assez bien ce que je veux dire. Et là, il y a plus de 20 000 boîtes, je peux vous dire. Donc, il faut savoir d'où on vient. Ce qui veut dire regarder avec assez de lucidité la situation du pays telle qu'elle est. Et la situation du pays, la France telle qu'elle est, n'est pas une situation et n'est pas une situation totalement réjouissante. C'est la situation d'un pays qui a des atouts absolument exceptionnels sur lesquels je ne vais pas revenir parce que beaucoup d'entre vous ici les connaissent parfaitement et les constituent à certains égards. Mais c'est un pays dans lequel, depuis très longtemps, il y a eu une forme de renoncement à prendre des décisions parfois difficiles à assumer, parfois difficiles à expliquer, mais souvent nécessaires à mettre en œuvre si on veut justement apporter des réponses crédibles. Je crois avoir lu, monsieur le professeur, que dans un de vos livres, vous reprochiez, bon, je ne sais pas s'il faut dire reprocher parce que vous aimez la France, mais disons que vous reprochiez aux responsables politiques français un goût inné pour la littérature et le retrait du réel, alors que dans certains autres pays, c'était le pragmatisme et le contact avec la réalité qui dominaient. Bah écoutez, je suis désolé, hein, monsieur le professeur, j'aime bien la littérature moi aussi, mais je n'ai pas le sentiment qu'elle nous interdise de comprendre le réel. J'ai même d'une certaine façon l'impression qu'elle permet
mieux le saisir à certains égards. Il faut donc partir de la situation dans laquelle nous sommes et faire le constat lucide de ce qui ne va pas. D'un système extrêmement ambitieux et affiché en termes de solidarité, légitime et souhaité par les Français, mais dont on ne peut pas dire que les effets et l'efficacité soient au rendez-vous. Un système et une sphère publique, là encore appréciés, revendiqués par les Français à bien des égards, mais dont on ne peut pas dire qu'elle ait cherché et elle a été capable de mettre en œuvre des fonctionnements efficaces pendant très longtemps. Un discours sur la méritocratie républicaine et sur le rôle de l'éducation, assumé, historiquement assumé en France, mais une école qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Tout ça, c'est la situation d'où on part. Et puis il y a le monde qui vient et qu'on voit venir, parfois avec angoisse, qu'il vaut mieux voir venir avec lucidité et auquel il faut s'adapter. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'intervenir pour déterminer notre direction. J'ai cité Homère, je pourrais citer Sénèque. Là aussi, c'est un peu de la littérature, mais enfin bon. Il n'y a jamais de vent favorable quand on ne sait pas où on veut aller. Et donc l'essentiel, lorsqu'on pilote une collectivité, lorsqu'on pilote une entreprise, lorsqu'on pilote une université et lorsqu'on pilote un État, ou lorsqu'on dirige un gouvernement, comme c'est mon cas, c'est de savoir où on veut aller, c'est d'avoir le cap. Sinon, les circonstances peuvent être favorables ou défavorables. De toute façon, on ne sait pas où on va aller. Et donc, l'autre objectif, ça a été de partir de la réalité, d'essayer, sujet par sujet, d'apporter des réponses crédibles qui permettent de transformer le réel. En commençant par la capacité à produire et en faisant des choix assumés, discutés, contestés, mais que je crois adaptés, en réformant la fiscalité du capital, en dessinant la trajectoire de baisse de l'imposition sur les sociétés, en recréant une forme de souplesse dans le droit du travail français, parce qu'on sait que c'était une des limites de notre système, auquel par ailleurs nous tenons beaucoup. Et puis, en relançant dans toute la mesure du possible et l'investissement privé et l'investissement public. La deuxième grande priorité que nous nous sommes fixés, parce qu'elle est indispensable, c'est d'accorder la priorité à l'intelligence et aux compétences. Parce qu'il y a là un défi qui est probablement le défi majeur. Comment faire en sorte, dans ce monde qui vient, qui va être un monde dangereux, qui va être un monde d'adaptation permanente avec des choses qui apparaissent, qui disparaissent, tout ça à un rythme un peu fou. Le seul atout véritable sur lequel on peut construire, c'est l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. C'est la capacité à se former. Et pas simplement le fait d'être bien formé. Et ça explique toute une série de décisions que nous avons prises depuis un an, depuis le dédoublement des classes en CP et en CE1 dans les quartiers les plus difficiles de France. Mesure dont, je vous le dis, on mesure déjà, mais on mesurera dans 10 ou 15 ans l'incroyable efficacité. L'incroyable efficacité. C'est la raison pour laquelle nous avons transformé le bac, c'est la raison pour laquelle nous avons transformé l'accès et le premier cycle de l'enseignement universitaire, c'est la raison pour laquelle nous transformons l'apprentissage et la formation professionnelle, parce que cette capacité à jouer l'intelligence en France est un défi majeur et constitue probablement l'arme la plus efficace contre les dangers du monde qui vient. Et dans tous les domaines, pardon parce que je ne vais pas en faire la liste, mais ils existent et ils sont là, dans tous les domaines, nous voulons voir le monde qui vient avec lucidité et faire en sorte que notre pays soit le plus compétitif et le plus attractif. Et peut-être un mot aussi, parce que on parle beaucoup d'économie ici, et c'est très agréable, mais peut-être un mot aussi pour dire que le monde qui vient est un monde dangereux, pas simplement sur le mode de la remise en cause du multilatéralisme et des guerres économiques. C'est aussi un monde dangereux tout court. Et dans un monde dangereux tout court, il est préférable d'être stable sur ses appuis et préparé. Et c'est la raison pour laquelle, alors même que nous essayons de transformer le pays, nous avons consacré et nous allons consacrer dans les années qui viennent un effort considérable à notre sécurité collective,
à notre défense, à l'ensemble des systèmes qui nous permettront d'être prêts ou qui nous permettraient d'intervenir pour défendre nos intérêts. Le monde qui vient, c'est aussi ça. Et si je vais terminer, parce que je suis déjà trop long, je sens M. Langlais qui s'affole à ma gauche. S'affoler peut-être pas, mais... Et M. le professeur qui trépigne à ma droite. Si je devais terminer, je dirais que l'Iliade commence par la colère. Après l'Iliade, il y a l'Odyssée. Après les 10 ans de guerre, il y a les 10 ans de voyage. Et au fond, celui qui prévaut, ce n'est pas Achille et ses colères, c'est Ulysse et sa ténacité. On présente souvent Ulysse comme le rusé, ce qu'il est. Et après tout, ça ne nuit pas. Il n'est pas interdit d'être rusé. Mais ce qui est plus frappant, s'agissant d'Ulysse, ça n'est pas sa ruse. Ça n'est pas non plus les quelques cas dans lesquels il montre une forme d'espièglerie. Non, non, ce qui est impressionnant chez Ulysse, c'est sa ténacité. C'est le fait qu'il sait où il veut aller, chez lui, et qu'il ne lâche jamais l'affaire. Et donc, dans ce monde qui est marqué à son commencement par la colère, ce qui paye in fine, ce qui assure et la gloire et le succès, c'est la ténacité. C'est ce que je voulais vous dire. Merci à vous, Édouard Philippe. On reviendra bien sûr sur les différents thèmes que vous avez évoqués dans la discussion. Peter Sloterdijk, je me tourne vers vous justement avec les premiers mots d'Édouard Philippe. Il n'est pas impossible que le monde qui vient soit un monde de colère, c'est ce que vous nous avez dit à l'instant. Vous vous dites dans une interview récente au journal Le Point, aujourd'hui, le destin, ce sont les états d'âme des peuples. Et on observe en effet, bien sûr, la montée du nationalisme, de l'unilatéralisme, des populismes, en Europe bien sûr, mais plus largement dans le monde entier. Comment faut-il comprendre ce monde-là qui vient? Que doivent faire, que peuvent faire les libéraux face à cette révolution politique? Il faut appuyer en bas, si ce n'est fait. Voilà, ça devrait marcher très bien. Donc, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Comme le Premier ministre a fait une allusion au penchant français à prendre la littérature au sérieux, je veux venir à l'encontre de cette inclinaison en disant que le choix de notre avenir, nous autres Européens, en l'an 1509, et l'affaire n'est pas vraiment décidée, mais le choix a été fait lorsque Erasme a publié son éloge de la folie. Il dit: la folie est au pouvoir, rien dans ce bas monde ne peut prospérer sans ma contribution. Donc, la modernité, c'est le règne de la folie éclairée. Et c'est le défi de l'ironie au fanatisme religieux. Et dans la même année, en Allemagne, à Augsbourg, est apparu de la plume d'un auteur inconnu le premier roman d'économie de l'Europe, qui s'appelle Fortunatus, où il joue avec la double signification du mot fortune, qui veut dire d'un côté la déesse de la chance. Le mot chance se dérive du latin cadentia, ce qui veut dire le coup des dés. Et en même temps, ça signifie caprice. Et la caprice qui devient richesse et la richesse qui devient caprice sont solidaires à partir du premier moment. À partir du moment où la déesse
du bonheur, de la fortune, rencontre un jeune homme né à Chypre, hein, dans une forêt de la Lorraine ou de la Saxonie. Là, les sources ne sont pas d'accord. Pour lui offrir une bourse qui, à chaque fois qu'on l'ouvre, hein, délivre une somme d'écus, 40 écus, dans la monnaie frappée de la région où il se trouve. Ce serait bien pour mon budget, ça. Oui, oui, c'est donc ça anticipe à deux choses. Avant le capitalisme, il y avait le créditisme, c'est-à-dire et la bourse, hein, c'est la source absolue de la monnaie. Ça ne passe pas par le travail, c'est une idée folle que le travail serait la source de la valeur, parce que la monnaie est ou bien prêtée par quelqu'un, hein, à partir d'un point zéro, ou c'est une spéculation sur la folie des autres. Donc il y a deux sources de la richesse. Et le roman Fortunatus, apparu aussi en 1509, serait vraiment la prophétie d'un monde où la majorité des êtres vivants en Europe font la confession que le sens de la vie ou le sens du sens de la vie est l'enrichissement. Ce n'est pas un slogan de l'époque de Louis-Philippe en France, ça commence au XVIe siècle, chez nous. La vie est faite pour prospérer. Ça c'est l'essence, pas seulement garder une homéostase stérile, mais se maintenir pour prospérer. Et le monde est prospéré, c'est rien d'autre qu'un terme pour ce que théoriquement on décrit par le terme positive feedback. C'est un peu compliqué de le traduire littéralement en français parce qu'il n'existe pas un terme complètement adéquat pour le terme feedback. Parfois on le traduit par recouplage, parfois par rétroaction. Mais l'essentiel, c'est la rétroaction positive accélère les choses. Là où il y a rétroaction positive, toutes les choses commencent à croître et à prospérer. Je vais expliquer cela dans un instant par quelques exemples. La gloire moderne, l'état moderne, les machines modernes, le savoir moderne, les machines, la richesse moderne, la loi moderne et l'art moderne. Ça serait certainement beaucoup trop pour une matinée comme celle-là et un peu trop pour 10 minutes. Mais les vérités qu'on ne peut pas expliquer en 10 minutes ne méritent pas d'être étudiées. Laissez-moi citer une troisième source littéraire. Même la plupart des gens qui prennent cette source au sérieux ne seraient pas d'accord de l'appeler de la littérature. Mais, à mon avis, il existe deux sortes de poésie dans le monde. Une sorte de poésie qui avoue qu'il est poésie et une autre sorte de poésie qui n'avoue pas qu'il est poésie. Et normalement, la dernière version, on l'appelle la religion. Et laissez-moi citer le passage essentiel du Nouveau Testament, un passage un peu choquant, parce que par la bouche de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, on entend la phrase suivante, je l'ai notée dans la traduction française, « À celui qui a, il sera beaucoup donné, et il vivra dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. »
C'est ce qu'on appelle, selon un savant américain, the Matthew Effect. Donc, pour nous, il reste la question, est-ce que Jésus était déjà un néolibéral? Ou est-ce que, et c'est mon hypothèse préférée, c'est Jésus a déjà compris d'une façon intuitive le principe de la rétroaction positive. Je vais expliquer cela par mon premier exemple, c'est-à-dire la gloire moderne. La gloire moderne ou la réputation moderne, la célébrité moderne est faite pour croître. Le premier homme moderne en ce sens, selon le grand savant suisse Jacob Burckhardt, c'était un personnage né en Italie, mais qui a vécu ici dans les parages d'Aix-en-Provence, Pétrarque. Il s'est fait couronner comme poeta laureatus à Rome en 1341. Ça, c'est l'année de naissance de l'individu moderne, un individu qui n'est pas prince par naissance, mais qui est prêt et même incliné à porter le poids de la gloire. Et toute la modernité, depuis presque 700 ans, est une période qui voit la croissance des réputations. Là où il y a réputation, il y en aura davantage. Là où il y a célébrité, la célébrité va s'accroître. Et là où il y a la gloire, la renommée, c'est fait pour s'agrandir. Ça passait à travers le soi-disant absolutisme français. La renommée du roi, une des plus belles sculptures du XVIIIe siècle. Pardonnez-moi, professeur, mais je vois le temps qui passe, on vous écouterait avec plaisir longtemps, mais il y a aussi des questions des étudiants qui brûlent de s'adresser avec vous. Je crains qu'elles ne soient épuisées. On vous donne un crédit complémentaire avec grand plaisir, puisque c'est toujours l'âge du créditisme, mais si vous pouviez conclure rapidement, ça serait gentil. Oui. Mais... Bon, mais laissez-moi utiliser ma 11e minute pour vous dire que l'économie première en Europe, ce n'était pas l'économie de la monnaie, mais c'était l'économie de la réputation. La modernité, c'est l'extension de la zone de réputation. J'aurais aimé expliquer cela par la croissance de l'État. Là où il y a l'État, il y aura davantage. C'est la soi-disant loi de Wagner, formulée en 1860 par un savant allemand qui s'appelait Wagner, comme le compositeur, la loi de l'activité croissante de l'État et de l'intensification de l'activité monétaire de l'État. C'est une des situations où la modernité a été formulée. Laissez-moi citer, pour terminer, l'auteur français du XIXe siècle, Bastiat, qui s'inscrit dans l'héritage du libéralisme français. Donc un oiseau rare, parce que le libéral n'est pas français. Oui. Comme impossible n'est pas français. Selon Napoléon, Bastiat écrivait vers 1850 « L'État, c'est la grande fiction
par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépenses de tout le monde. Donc, donc, comprenez, où il y a un État, il est fait pour prospérer, pour s'étendre, pour s'intensifier. J'aurais aimé expliquer cela aussi pour le domaine des savoirs. Il est évident, là où il y a savoir moderne, il y a recherche. Là où il y a recherche, le savoir est fait pour s'accroître. Là où il y a la machine moderne, il y a une tendance de créer des machines par des machines. Donc mais aussi ici, on observe le phénomène de l'auto-intensification de ce qui existe déjà. Rien n'est fait pour durer, mais pour prospérer. Finalement, l'art moderne est aussi ne pas fait pour durer, malgré la muséalisation, mais c'est un tourbillon de diversification. Finalement, la sphère juridique, là où il y a la loi au sens moderne, il est fait pour prospérer. Et les juristes sont des ingénieurs de la législation avec les parlementaires, qui d'ailleurs portaient le même nom en France, le mot Parlement. Le mot Parlement signifiait au XVIIe, XVIIIe siècle les cours des juristes. De là, le proverbe provençal Parlement, Mistral et Durance sont les trois fléaux de Provence. Merci à vous. Donnez-moi un dernier mot sur la mobilité. On y reviendra, professeur. On va prendre les questions, si vous voulez bien. On y reviendra, professeur, si vous voulez bien. On va prendre les questions. Mais vous savez, les derniers mots modernes sont aussi faits pour croître. J'aurais aimé dire quelque chose sur la mobilité. Vous voulez pas qu'on laisse parler les étudiants? On y reviendra. Ah oui, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour ce brillant itinéraire qui réunit Jésus et Bastia dans le libéralisme. C'était tout à fait inattendu et précieux. On va prendre les questions de nos étudiants. Je crois que Simon, Pierre et Camille nous attendent. On va prendre la question de... Simon, c'est à vous. Une lourde pression sur vos solides épaules. Aucun problème. Alors, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le professeur. Donc aujourd'hui, pour agir efficacement sur le monde de demain, il faut convaincre les citoyens de la justesse de nos actions. Alors parfois on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'y arrive pas parce que nos arguments sont mauvais, mais parce que les citoyens ont une perception qui est parfois faussée de certaines réalités. Par exemple, certains citoyens se sentent submergés par les migrants alors qu'ils n'en accueillent même pas dans leur commune. Donc ici, sans forcément parler de fake news, c'est juste la conséquence d'une omniprésence du thème dans les médias. Comment agir aujourd'hui pour aider les citoyens à avoir une vision plus juste des choses, à se forger un avis, alors qui va dépendre après de leurs valeurs, mais qui soit plus basé qu'aujourd'hui sur la réalité, sur le rationnel et pas sur l'émotionnel. Merci. Édouard Philippe. Je serais assez tenté de vous répondre en vous disant qu'on ne vit pas la démocratie comme on construit une usine. La démocratie, c'est-à-dire la capacité à prendre collectivement et après un débat des décisions, ce n'est pas une science exacte, c'est un process. C'est un process de débat, de contradiction, de mise en cause, de responsabilité. Et ça n'est pas un process qui repose sur une vérité qui serait établie, qui, parce qu'elle aurait été établie, deviendrait incontestable.
lorsque vous déterminez une position dans un système démocratique, vous déterminez la position qui, après débat, et dans toute la mesure du possible, le débat le plus éclairé, va être la norme commune. Mais vous ne définissez pas une vérité. Il n'y a pas un grand plan avec des équations parfaites qui seraient la vérité et il faudrait la comprendre et une fois qu'on l'aurait comprise, on la mettrait en œuvre. Ce n'est pas ça la démocratie. Et ça n'a jamais été ça. Et ce ne sera jamais ça. Autrement dit, quand vous dites il y a des problèmes de perception, ce n'est pas des problèmes de perception. C'est la liberté. C'est la liberté de penser. Alors parfois les gens ne pensent pas comme vous. Bon, tant mieux. Et parfois ils n'ont pas la même lecture de la réalité que vous. Bon, ben tant mieux. C'est la démocratie. Ils n'ont pas la même lecture de la réalité que vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus puissants ou moins puissants. Ça veut dire qu'ils participent au débat. Et qu'il faut les respecter en ce qu'ils ont une lecture différente de la réalité de la vôtre. Et bien sûr, quand on est persuadé de quelque chose, on se dit que les autres se trompent. Quand on est persuadé d'un lien de causalité entre deux phénomènes, et que ce lien de causalité entre deux phénomènes, il est remis en cause par d'autres, on se dit, mais ils se trompent, soit parce qu'ils sont abusés, soit parce qu'ils ne veulent pas voir, bon. Mais, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, la démocratie est un process. Et donc, vous devez expliquer, et quand vous avez terminé, vous pouvez commencer à expliquer. C'est indispensable. C'est le process même de la démocratie. Et remarquez bien que ce que je dis, ça n'est pas une espèce de relativisme général. Hein. Je n'y crois pas une seconde. J'ai toujours été frappé d'une chose, par exemple. C'est que lorsque la République s'est lancée, si j'ose dire, en France, enfin, je ne dis pas qu'elle s'est lancée en France par rapport à partout dans le monde. Quand elle s'est lancée en France, elle a toujours associé, elle a même revendiqué, un lien très puissant avec la science. Songez que, à peu de choses près, les premiers travaux sur le code civil et le système métrique sont contemporains. Songez qu'à peu de choses près, enfin voilà, je pense que vous avez compris mon idée. Donc, il faut... Non mais je ne vais pas... Il faut accepter l'idée que les perceptions de la réalité sont différentes. Et il faut respecter ces différences. Quand un jour, un Premier ministre, un président, un élu, quelles que soient ses responsabilités, vous dira il y a une réalité et une vérité, et toute mise en cause de cette réalité et de cette vérité est impossible ou est illégitime, je vous encourage vivement à ce moment-là à être en colère. On va prendre la question de Camille sur les différents niveaux de décision. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le professeur. Monsieur le Premier ministre, vous avez été maire avant de devenir Premier ministre. Vous avez donc pu observer des actions menées à différentes échelles par des citoyens comme par les pouvoirs publics. Selon vous, quelle échelle a le plus d'influence sur la vie quotidienne des citoyens et à quelle échelle a-t-on le plus d'impact sur le monde ? Je vais répondre rapidement à votre question, puis ensuite je vais répondre rapidement à une question que vous n'avez pas posée, mais qui me semble dans le même registre, encore plus difficile. Je n'ai pas beaucoup de réponses à donner à votre première question. Ce que je sais, c'est que quand on est maire, et il y en a ici un certain nombre qui s'y sont collés, quand on est maire, on a le sentiment le plus épanouissant qu'on peut avoir en matière de responsabilité publique, ça je n'ai aucun doute là-dessus, même si je ne les ai pas toutes exercées, qu'on est en mesure de transformer une réalité et de la transformer véritablement. Quand vous êtes maire, pour dire les choses de façon un peu triviale, vous voyez assez vite ce que vous faites.
Ça se voit. Vous décidez de faire un nouveau quartier, vous décidez de transformer quelque chose, vous mettez en place une nouvelle politique publique, assez vite, vous la voyez. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne s'inscrit pas dans un temps long, hein. Ce qui est frappant chez les maires, c'est qu'ils ont souvent une vision de leur ville à 20, 30 ou 40 ans, beaucoup plus d'ailleurs que certains autres responsables publics qui, en général, se gargarisent avec le temps long et la permanence de l'action publique. La vérité, c'est que les maires, ils ont cette capacité à voir assez loin et à transformer la réalité assez vite. Bon. C'est évidemment moins le cas quand on est Premier ministre. Quand on est Premier ministre, on transforme la réalité, on peut transformer les normes, on peut transformer la réalité, mais ça se voit forcément moins vite. Je parlais tout à l'heure d'une des mesures, ou si je prends les mesures dont je pense qu'elles vont produire le plus d'effets en France, le dédoublement des classes en primaire, la réforme de Parcoursup, ces mesures, elles produisent d'ores et déjà leurs effets, elles vont produire un effet croissant avec le temps et elles vont montrer, à mon avis, combien elles sont fondées, combien elles sont utiles, sous réserve des différences de perception que j'évoquais tout à l'heure avec votre collègue. Mais ça ne va pas se voir tout de suite. Ce n'est pas totalement immédiat. Donc, c'est vrai que, de ce point de vue-là, l'action... Mais derrière la question que vous posez, il y a une question qui est plus intéressante encore, me semble-t-il. C'est celle de pourquoi est-ce que ce qui est possible pour un maire l'est beaucoup moins pour un responsable national. Et là, je vais vous dire, ce qui me frappe, moi, c'est que lorsque vous êtes maire, vous avez 3 éléments qui tranchent parfois assez singulièrement avec l'exercice des responsabilités au niveau national. D'abord, vous avez du temps. Un maire, il est élu pour 6 ans, et s'il fait bien son job, bien, je ne dis pas s'il surperforme le marché, comme vous diriez peut-être, s'il fait bien son job, il fait juste bien son job, en général, il est réélu. Et il peut faire 2 fois, et il peut faire 3 fois. Ce qui veut dire que vous avez des exemples comme ça, paf, je réfléchis, Le Havre, par exemple. Regardez Bordeaux. Un autre exemple tiré au hasard. Vous avez une durée et une capacité à transformer la réalité parce que vous avez du temps, qui est exceptionnel. Du temps. Deuxième chose, c'est que vous êtes le patron, non pas le patron absolu, mais absolument le patron. Vous êtes absolument le patron. La légitimité, elle découle de vous. Vous êtes l'incarnation de la légitimité et de l'autorité. Donc vous êtes le patron, vous avez du temps et vous avez des marges de manœuvre, indépendamment des discussions financières que l'État peut avoir avec les collectivités territoriales, c'est un autre sujet. Mais vous avez des marges de manœuvre. Vous êtes donc le patron, vous avez du temps et vous avez des marges de manœuvre. Et bien là, vous transformez la réalité. Et je vais vous dire ce que je trouve étonnant, c'est que dans la sphère publique nationale, le temps, les marges de manœuvre et l'autorité qui permettent de prendre des décisions et de les assumer dans la durée sont beaucoup plus difficiles à gratter, beaucoup plus difficiles. Et ça me frappe parce que, à tous égards, quelles que soient les majorités, quel que soit le président, quel que soit droite, gauche, ailleurs, pas le problème. Si vous n'avez pas le temps, les marges de manœuvre et l'autorité, vous ne pouvez pas réussir. Ça n'est pas possible. On va laisser le dernier mot au professeur Peter Sloterdijk sur ces 2 questions, notamment la première qui me semble pouvoir s'adresser plus à un philosophe sur la vérité, la difficulté, ce qu'on appelle l'âge de la post-vérité. Alors, Édouard Philippe récusait au fond cette thèse en disant, finalement, de tout temps, il y a eu des controverses et elles sont saines et finalement, elles permettent d'avancer. Est-ce que c'est votre sentiment ou bien est-ce qu'on est entré dans un monde nouveau sur ce plan-là ? Pour la conclusion de la table ronde, merci. Donc la question de la vérité possède un certain rapport avec la sphère publique. Mais ce n'est pas un rapport fondamental. Parce que pour qu'une démocratie puisse prospérer, tu peux rester indifférent au fait que le mathématicien russe ait livré la preuve mathématique de la conjecture. Un mathématicien français dont le nom m'échappe en ce moment. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il n'est même pas nécessaire
de reconnaître le fait que le Soleil se trouve au centre de notre système planétaire. La démocratie a inventé à un moment où l'hypothèse que la Terre est plate était encore dominante. Donc, il vaut mieux penser à ce phénomène, le plus grand événement physical de l'histoire observé par l'humanité, c'est réalisé en juin 1908 en Sibérie. Il y avait une explosion d'une force qui correspond à l'énergie d'une centaine de bombes atomiques. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce que c'était. Soit une explosion qui émanait de la Terre, ou un météore de l'extérieur, ou un phénomène créé par les extraterrestres. Il y a une douzaine d'hypothèses plus ou moins hardies, plus ou moins plausibles. Mais même aujourd'hui, on voit des millions de troncs d'arbres qui gisent par terre, tous comme brossés par une brosse gigantesque dans la même direction. On a les vestiges, mais on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas la vérité. On peut vivre avec. D'ailleurs, c'est ce que depuis le 19e siècle, même peut-être depuis Spinoza, on appelle le perspectivisme. Chaque vie et chaque intelligence incarnée est invitée et en même temps condamnée à regarder le monde depuis son angle, depuis ce qu'on appelle la perspective. Et personne ne peut vraiment prendre la perspective d'un autre, mais parce que si celui qui tient une perspective disparaît, personne ne peut le remplacer, parce que lui, cette intelligence vivante n'était faite que pour prospérer à partir de sa position. C'est d'ailleurs déjà une idée du Moyen-Âge où l'on disait que chaque ange ne peut remplir qu'une seule fonction. Merci à vous. Merci à vous deux, merci Agnès d'avoir préparé ce débat, merci à vous, et puis bonne continuation.